Imaginons, je sais pas, tu viens sur mon Discord, tu viens gratter l'amitié, petite attaque par ingénierie sociale et tout. Tu me dis, ah, t'aimes bien les avions? Attends, je vais t'envoyer une archive avec 3 PDF sur les avions. Tu sais, moi, je récupère, j'ouvre l'archive et tout, et bim, c'est comme ça que tu te fais infecter. Tu vois, je te donne un scénario comme ça qui serait plausible. Hein. Faites attention. Hein. Et pour savoir, bah, il faut peut-être analyser. Donc, on va ouvrir DNS Spy et on va voir un petit peu notre ami. Alors, on avait vu que l'archive était chiffrée, entre guillemets. Voilà, donc en defunk. Donc elle a été defunk. Alors, desktop, artefact. Ok, donc notre fichier, on peut le charger. On voit l'assembler là. On peut développer. Juice Tomato, on a le PE, Portable Executable. Donc là, bah, on commence à passer en bas niveau, hein, je crois. D'accord. On a nos type reference, on a plein de choses, d'accord. Donc on a réussi à récupérer l'export, on voit les imports, et ensuite dans l'assembly, encore une fois, le code source, le copyright, ceci, cela, d'accord. Donc bien sûr, hein, c'est un trait aussi sharp, mais c'est une des bibliothèques de classe de base 1 de .NET. Chaque programme C en dépend, d'accord. Donc ça, vous le retrouverez tout le temps, et c'est là qu'on voit le CLR d'ailleurs. Hein. On peut cliquer dessus. On voit les ressources hein, qui sont appelées, les différentes références, nos types. Donc on voit les DLL hein, qui sont utilisés. Si on fait un petit peu de reco, c'est intéressant. On voit la user 32, la shell 32, la secure 32, lol 32. Hein, ça devrait vous parler. NTDL, intéressant. MSCORI, kernel 32. Crypt, ah, il y a quoi? Bcrypt, ah, il doit y avoir du chiffrement quelque part. Bah ça tombe bien. Qu'est-ce que fait notre virus? Portable executable, on peut aller jeter un petit coup d'œil. Le storage header, hein, donc là, toute la structure inhérente, notre storage stream, le fameux GUID, le string. Donc ça, c'est pour l'instant cette partie-là. Nous, pour habitude, vous commencez tout le temps quoi? Généralement par la main, d'accord? Notre main, c'est notre point d'entrée dans le programme. On peut le voir là, d'accord? On voit qu'elle est présente ici également. Je peux, voilà, void, program name, string args. Je peux double-cliquer dessus ou je peux carrément aller là-dessus. D'accord. Et là, on voit bien également la private static void main avec les arguments qui sont passés. D'accord. On voit les appels au serveur de command and control. On voit qu'il y a un slipper, hein, donc il va falloir décomposer. Avant de s'intéresser à la main, il faut qu'on comprenne quoi les autres fonctions hein, qui sont appelées. Nos classes, tout ça. Donc on voit, hein, il y a une partie quoi encrypteur, on peut laisser, vous voyez, la souris, il nous dit quoi? Encrypteur string plain text. D'accord, donc en gros, quoi, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il y en a un qui encrypte, doit y en avoir un autre qui décrypte. On voit l'implant, d'accord, pareil. Quoi, bah, ça télécharge à partir d'un sous-domaine qui s'appelle stash, magredy.thm, le TLD, et à la racine du serveur, ça vient déployer un outil qui s'appelle SpyKit, d'accord. On voit là l'encrypteur, donc vous voyez là, sans comprendre la programmation, rien que quoi, bah, avec des chaînes, d'accord, des strings, je peux comprendre. D'or, exécute un shell, quoi, télécharge l'implant, kit, ouais, d'accord. Donc tu comprends, et comment dire, encrypteur, décrypteur, que il y a quoi, bah visiblement il doit y avoir de la crypto également, d'accord. Ça chiffre. Donc là on a notre main, il va falloir s'intéresser quoi, bah à décrypteur, à encrypteur, à l'execute command, au gated, à l'implant, à notre post-it et notre slipper. D'accord. Donc si on résume, on a quoi? On voit les appels, d'accord, parce que ça charge, using. Donc encore une fois, les namespaces hein, qui sont appelés. LinkU, on sait que ça peut permettre de quoi? De faire des appels hein, en SQL. Je vous avais parlé de cette librairie dans la précédente vidéo. Diagnostic, entrée-sortie, du .NET, security, crypto. Bah encore une fois, je pense qu'il va faire appel à quoi? Bah ces librairies de classe, d'accord, pour bah, gérer du chiffrement quoi. RSA, AES, il va falloir qu'on creuse, d'accord. Gestion du texte et bah il va falloir quoi? Faire tourner un thread, d'accord. Donc tout ça, ça permet de faire fonctionner notre programme. Ce sont les appels qui sont faits. Ensuite, on a notre main, d'accord. Comment je le vois là? Bah elle est là. Elle est ici, void program main string args. Ok, donc là on a notre entry point, d'accord. C'est vraiment le point d'entrée dans le programme. Si on revient, on regarde la cartouche, on a vu qu'on a quoi? Entry point, Juicy Tomatoy, c'est notre outil, d'accord. Programme main. Donc on a notre main.
Donc on voit que la fonction main d'une classe, c'est le point d'entrée sur le programme. Ça signifie qu'une fois que l'application est exécutée, les lignes de code à l'intérieur de cette fonction seront exécutées étape par étape, d'accord, jusqu'à la fin du bloc de code. Cependant, on peut pas encore traiter cette fonction puisque quoi, on l'exécute pas, on va juste l'examiner, on fait de l'analyse statique, d'accord. Mais il nous faut également comprendre quoi, on a notre main, mais il y a d'autres fonctions qui sont intégrées en son sein. D'accord? Donc, il faut récupérer, on a notre échantillon de malware qu'on a décompiné via DNSpy. Maintenant, il faut essayer de mieux comprendre toutes ces fonctions intégrées pour avoir la vision holistique, la vision d'ensemble et comprendre un peu comment ça se déroule, l'attaque. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Si on clique sur main, on revient à notre main. On voit le namespace qui est appelé. D'accord? Classe programme, intéressant et main. D'accord. Main.programme.juicytomatoy. Donc, juicytomatoy.programme main. Ah ouais, d'accord. Ok, vous comprenez la structure? Là, c'est intéressant. D'accord. On voit qu'on a quoi? On a une fonction post-it. D'accord. On a une fonction sleeper. Donc le but, c'est de comprendre entre guillemets le pipeline d'exécution, d'accord, de ce logiciel malveillant. Alors au début, c'est un peu déroutant. Là, on voit notre main. On va parler un petit peu des autres fonctions qui sont intéressantes et chacune a son but bien précis, d'accord. Là, on a de la chance. En plus, elles sont bien nommées. Ça nous donne déjà rien qu'au nom. On peut comprendre un petit peu ce qu'elles font. Donc, on va essayer de se concentrer sur les fonctions individuelles avant de traiter la fonction principale. D'accord? C'est ce qu'on appelle une approche modulaire et ça permet de décomposer facilement en fait les fonctionnalités du malware sans trop partir dans tous les sens et s'enliser dans de longs extraits de code. De plus, elle nous permet de reconnaître cette méthode, certains modèles d'exécution potentiels qui vont faciliter notre compréhension globale du malware. Alors, vous voyez qu'on a notre main, on va passer à la liste des fonctions, un peu comme dans MS Core Lib. Vous voyez que on a les dérivés. Donc, on voit les différents types dérivés. Et je vous disais, nous, elles sont quoi? Ça nous aide. Elles sont en violette. D'accord? Là, on a notre programme, certes. D'accord? En public. Et après, on va passer dans chacune de ces sous-étapes. D'accord? Et agglomérer, appeler dans la main, ça va gérer quoi? Tout simplement un programme. Et ce programme, c'est quoi? C'est un Juicy Tomatoy. D'accord? Defunct qui est chargé, d'accord? Donc c'est bien notre programme, on voit notre classe, juicytomatoy.programme. Ok, donc là on a quoi? Une classe programme et je peux, vous l'avez compris, développer, d'accord? Et on fait tout le temps comme ça et c'est là qu'on va avoir toutes nos informations, d'accord? Et ça nous permet de passer d'une fonction à une autre. Donc encore une fois, il faut s'appuyer sur toute la documentation du quadriciel du framework.net. Vous avez plein de... Je vous l'ai toujours dit, la base documentaire de Microsoft est plutôt bonne, voire parfois excellente. Il y a beaucoup de choses à apprendre, d'accord. Malheureusement, beaucoup de choses aussi qui sont non documentées, vous le savez. Mais vu qu'on va faire appel à des fonctions internes qui vont être mentionnées là, qu'on va voir ensemble, je vous redirige naturellement vers la documentation. Donc, tu l'as bien compris, cette technique, c'est quoi? C'est comparer le code dans DNSpy, voir les éléments les uns après les autres pour mieux comprendre la signification, d'accord, de chaque snippet, chaque bout de code. On va analyser les éléments et puis on va tout simplement essayer de comprendre, d'accord. Alors, si on commence simple, il y a de la communication en HTTP. Il y a deux trucs qui pourraient attirer notre œil. Il y a get it et il y a post it. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ressemble à des verbes, ça ressemble à des méthodes en HTTP pour transmettre de la data. Et là, si je regarde un peu, je vois de l'ASCII, du getByte, create URL. Ok, on travaille sur une URL, c'est quoi? Ça transmet de la donnée en post, d'accord? Ah, intéressant, j'ai un content type, j'ai un content length et j'ai un user agent qui est spécifié, d'accord? Donc, on va analyser, mais là, visiblement, on fait du post et je vous disais, il peut également quoi? Faire du get. Là, on a notre public static string get it. On voit que si on passe encore une fois notre souris, il nous dit quoi? String, programme.getIt, string earl. C'est exactement ça. D'accord? On voit notre classe en statique. Donc, on va se servir de nos espaces de nom. Si on regarde le code source, on voit que la fonction getIt, elle utilise la classe webRequest. D'accord? On se sert donc du namespace system.get
net, donc .net, et c'est initialisé hein, avec, on le voit, l'argument URL, d'accord, qu'on passe à la fonction. Pourquoi? Bah, get it, le string URL. Alors déjà, comme je vous disais, hein, on peut se douter que c'est quoi? C'est tout simplement une web request, d'accord, qui est utilisée, et on va faire une simple requête HTTP vers une URL distante. Donc, pareil, je vous disais avec votre souris, hein, c'est ça, c'est l'avantage de cette IDE aussi. Vous avez quoi? Bah, vous pouvez aller sur ce qui vous intéresse, et si on va sur HTTP web request, qu'est-ce qu'on voit? Bah, notre namespace, system.net, HTTP web request. Donc, bah, ça veut dire que la méthode HTTP, par défaut, d'accord, elle est définie bah, dans web request, c'est notre classe, et elle utilise là, en l'occurrence, la fonction get, d'accord. Donc on en déduit de ça que quoi? Certes, il y a une requête HTTP qui est faite, mais la fonction en fait, c'est notre get, d'accord? On utilise du get là en l'occurrence pour faire notre appel. La seule différence, vous l'avez compris, c'est qu'au lieu de faire du get, on fait du post. D'accord? Donc on voit, hein, ça a été configuré, il y a plusieurs propriétés. Voilà la propriété hein, de la méthode là qui est fait en post. Donc on sait que c'est du post request et on lui transmet quoi? Bah, un second argument. D'accord? Et on veut quoi? On veut de la data content type long byte length. D'accord? En Earl encoded. D'accord? Donc là, c'est typique hein, quand on transmet de la data en utilisant le verbe ou la méthode post en HTTP. Donc en termes simples, hein, la fonction post-it accepte un argument supplémentaire comme donnée post qui est ensuite soumise à l'URL cible et il nous renvoie la réponse qu'elle a reçue. D'accord. Donc je vois qu'il y a une main. Je vois que il y a quoi? Il y a notre fonction post-it, il y a notre fonction getIt. GetIt, ça fait une requête en get. Post-it, ça fait une requête en post. Ok, jusque-là, pas de problème. Je vois que ça permet de communiquer. Ensuite, si on s'intéresse aux autres, qu'est-ce qu'on peut voir? Post-it, on la retire. Notre main, on l'oublie pour l'instant. GetIt, ok. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? On a notre implant, on a notre slipper, on a encrypteur, décrypteur. Allons voir un petit peu le slipper. Donc là, on a quoi? Bah, on a un compteur. Hein, ça fait un count. Et techniquement, bah, ça va lui dire, hein, si je remplaçais par exemple count par 300, hein, je lui dis de quoi? Bah, de dormir pendant 300 secondes. D'accord? Donc là, dans ce cas d'utilisation, vous avez bien compris que la fonction thread sleep, c'est un comportement typique utilisé par les logiciels malveillants. Hein, ils vont suspendre leur exécution. Hein, le temps d'eux pour faire de l'évasion, hein, tout simplement. Donc la fonction sleeper hein, ne contient qu'une seule ligne, c'est un appel à la fonction thread-sleep et la fonction thread-sleep accepte un entier comme argument et met le programme en pause hein, pendant quelques millisecondes en fonction de la valeur qui lui est transmise. Ensuite, donc post-it main implant c'est fait, exécute commande. Comme son nom l'indique, on va peut-être exécuter des commandes. D'accord. Dans quoi? Dans ton Windows, on va exécuter un processus. Tu vas cacher la fenêtre même. Ah, intéressant. Tu lances cmd-exe et un /c plus la commande que je vais te dire. D'accord. Qu'est-ce que ça fait ça? Visiblement, bah, c'est le command and control. D'accord. Le pirate, il va se connecter à son serveur de command and control et bah, il y a des commandes qui vont pouvoir être exécutées par l'agent qui est déployé. Le Juicy Tomato, en l'occurrence sur le PC de la cible, qui va communiquer vers l'extérieur au serveur de command and control, qui va quoi? Bah, exfiltrer de la donnée et qui va attendre aussi quoi? Bah, les commandes du serveur de command and control. Et une des commandes qu'on pourrait lui donner, bah, c'est exécuter des commandes sur l'ordinateur à distance. D'accord? Le pirate se connecte au serveur de command and control, lui donne les ordres et les ordres sont transmis par le serveur de command and control et l'agent, le virus, la Juicy Tomato attend les commandes, d'accord, et il exécute les ordres dès qu'on les a transmis, d'accord, via le serveur de command and control. Donc là, on voit le namespace hein, et le nom de la classe, système, diagnostic, process, d'accord. Donc c'est les premières lignes de code. On voit que la fonction donc est utilisée hein, pour générer un processus. Si on regarde un petit peu la documentation de Microsoft, et dès qu'on initialise le process start info, en fait, on va initialiser les propriétés associées et on peut également voir que le fichier a exécuté notre command.exe, d'accord, et que l'argument de execute command, la variable de commande, en fait, est passée en argument de processus. Donc, il attend la commande que toi, tu lui donnes, d'accord?
Donc techniquement, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va faire un cmd espace exe /c plus, je sais pas, tu lui mets dir, bah voilà, il va faire un dir, d'accord? Il va te lister les fichiers et les arborescences qui sont présentes dans le chemin. Donc pareil, hein, encore une fois, en déduisant tout simplement, hein, mais t'as bien compris que le process .windowstyle.hidden, hein, c'est le premier truc que je t'ai dit, ça sent un peu mauvais, d'accord? C'est une propriété un petit peu particulière, ça veut dire que le processus il s'exécute sans fenêtre, d'accord? C'est un moyen d'être un peu plus discret, de masquer l'exécution de commandes malveillantes, et c'est ce que font les malwares, d'accord? Cette fonction elle sert de fonction d'exécution des commandes, tout simplement du système d'exploitation, qui vont être gérées par le malware, puisqu'il attend, je t'ai dit, les commandes du serveur de command and control, d'accord? Et le serveur de command and control, bah, il commande et il contrôle. Tu l'as bien compris, donc chacun a ses attributions. Ensuite, si on regarde, il nous reste les deux du haut. On a quoi? Décrypteur, encrypteur, hein, donc fonction pour déchiffrer et chiffrer. D'accord? Donc les deux, vous allez voir qu'elles font sensiblement appel à la même chose. Là, on voit un string qui est codé en dur directement, donc ça fait un byte array. On a nos IV, hein, donc ce qu'on appelle des, comment dire, j'en perds mon latin, des vecteurs d'initialisation en crypto. D'accord? On voit les vecteurs d'initialisation, on voit, sans être mathématicien ni quoi que ce soit, AES, manage, CBC, un mode de chiffrement CBC, du padding, un block size, un key size, AES 256, block size 228. Ouais, bon, tu peux comprendre qu'on commence à faire un petit peu de chiffrement, je crois. D'accord? Crypto stream, memory stream, read, transform, new car, read to end. Oui, bon, opération de quoi? Bah, visiblement, on est en train de chiffrer. Hein. D'accord? D'accord? Donc, on est en train de chiffrer ou déchiffrer. Là, en l'occurrence, c'est notre décrypteur. Donc, on va utiliser l'encrypteur, hein, mais ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement l'opposé, hein, de la fonction. Il y a une fonction de quoi? De chiffrement. Il y a une fonction de déchiffrement. On n'abordera pas la partie crypto, d'accord? Mais comprendre un petit peu les fonctions qui sont importées. Celle-ci, bah, tu l'as compris, permet de décrypter. Et la fonction encrypteur, bah, elle attend une chaîne. D'accord? En base 64, elle la décode et procède au déchiffrement pour récupérer la chaîne en texte brut. Encoding, on voit notre clé, notre byte array, les IV et toute la partie crypto qui est ici. D'accord? Et puis, notre trim avec le result et le return pour afficher le résultat. Donc, si on regarde l'encrypteur, on retrouve notre byte array, hein, avec les IV. Là, on est en ASCII get byte. Toujours intéressant, on voit cette clé. Hein, l'encrypteur qui lui attend quoi? Du plain text, d'accord? Une chaîne. On voit notre tableau. On retourne sur le même mode de ciphering. On est bien en CBC. C'est toujours un block size 228. Bah, c'est logique. Hein. Donc, voilà. Et on retrouve le même snippet. Hein, là, en l'occurrence. Sauf que, t'as bien compris, cette fois-ci, bah, ça chiffre et ça déchiffre pas. Elle accepte un argument, ça chiffre à l'aide des valeurs key et des IV, hein, des IV qui sont codés en dur. Donc ça va encoder, hein, les octets chiffrés en base 64 à l'aide de la fonction. Convert to base 64 string, bon, ça porte bien son nom. Donc en résumé, hein, on voit bien que ça chiffre une chaîne de texte, plain text, en texte clair à l'aide d'un chiffrement AES avec la clé et les valeurs d'IV. D'accord? Puisque l'AES, on va se baser non seulement sur la key, mais sur les vecteurs d'initialisation. Grâce à ça, on peut calculer le chiffrement et dériver. Et on voit qu'à la fin, donc ça renvoie quoi? Ça chiffre et ça renvoie la valeur codée en base 64 de la version chiffrée de la chaîne. D'accord? On vient de quoi? De chiffrer tout ça. Donc, on passe de quoi? Du base 64 à du base 64 qui a été chiffré. D'accord? On voit là les méthodes qui sont appelées. Donc, vous voyez, vous pouvez les voir en bas niveau avec nos flags,
L'info, on voit nos mains, on retrouve hein, les fonctions qui sont appelées, les signatures. Mais là, vous voyez, vous avez quand même l'étape de stream, vous avez le storage stream. Il y a pas mal de trucs, hein, c'est un très bon outil. Mais là, on repart dans la structure. Nous, on va revoir tout ça. Donc, il faut bien comprendre hein, notre programme. Il est appelé, on a notre point d'entrée. On a vu post-it, on a vu get it. Il nous manque l'implant. On a vu le slipper, on a vu l'execute command, l'encrypteur et le décrypteur. Alors l'implant, bah juste là, regardez, il attend quoi? Une URL. Il convertit, pareil, à partir du base 64, il fait un get it. Donc on a compris que quoi? Bah il fait appel à la fonction get pour aller taper sur quoi? Visiblement un nom de domaine, d'accord? Application data. Et tu viens quoi? Récupérer SpyKit et le déployer, d'accord? Tu l'enregistres, soit tu me donnes le chemin, d'accord? Soit, bah, il y a eu un problème, d'accord? Et tu me dis que, bah, visiblement, c'est vide. T'as pas pu l'enregistrer, d'accord? Donc, c'est quoi? Ça fait le boulot du dropper, d'accord? On voit les fonctions malveillantes. La fonction implant, c'est une fonction. C'est une fonction de dropper, hein? Ça signifie qu'il télécharge un logiciel malveillant ici qui s'appelle spykit.exe et qui va l'insérer au plus profond de la machine compromise et l'exécuter. D'accord? Donc cette fonction, elle est vraiment dédiée. Si on résume trivialement, c'est l'implant, ça accepte une chaîne d'URL comme argument, ça fait notre get, ça envoie une requête HTTP vers l'argument URL qui a été spécifié et ça décode avec de la base 64. Ensuite, on récupère le chemin AppData, ça va écrire le contenu des données décodées en base 64 dans un fichier et soit on a réussi à écrire, à implanter le fichier, enfin la charge utile, dans ce cas-là, success, soit dans ce cas-là, malheureusement, chaîne vide, ça veut dire que il n'a pas pu enregistrer et exécuter quoi le malware. Donc, vous voyez que déjà là, on commence un peu mieux avec ces fonctions intégrées à voir ce que fait notre main maintenant, puisque on sait que ce qui est appelé dans la main, on sait à quoi ça correspond. D'accord? Là, on tape sur le serveur de command and control, post-it. Hein, donc là, on transmet quoi? Via du post en HTTP, après ça passe en mode slipper, d'accord? Ça refait un get intéressant hein, sur l'URL. On a quoi? Donc vide ou pas vide, ça décrypte, ça télécharge notre programme ici. Hein, donc on voit le workflow, hein, comment dire, la succession d'étapes, la partie chiffrement et not count. Hein, vous vous rappelez que qu'est-ce qu'on lui disait? Au niveau du slipper, il lui passe là, elle est là, notre variable count. Int, parse, text. Ah, fois 1000. D'accord. Et quoi? Dans implant? Non, dans slipper. Hein. Dans slipper, il y a un count. D'accord? D'accord, ok, je comprends mieux. Si je retourne à la main, un variable locale. D'accord? C'est un entier. Ok. On voit toute cette partie-là. Hein, encore une fois, c'est exécuté. On est quoi? Dans une boucle for. Donc c'est un peu fastidieux, hein, mais si on résume, on voit notre snippet, 60 lignes de code. D'accord? Et encore une fois, divisé, hein, comme je vous ai fait. On commence par la partie strings. Alors, déclaration, initialisation des valeurs dans les variables. On a deux appels de fonctions notables. On a le DNS get hostname hein, qui va récupérer le nom d'hôte de la machine victime. Donc pareil, hein, typique des malwares. On va essayer de distinguer distinguer les machines compromises en fonction de leur nom d'hôte. D'accord? Donc ça c'est classique. On a déjà discuté de la fonction post-it. Hein. Nous savons qu'elle renvoie, je vous ai dit, une requête post à une URL, premier argument, et ça soumet le nom d'hôte comme donnée post en deuxième argument. Donc dans cette première étape, il semble que le malware signale d'abord le nom d'hôte hein, de la machine compromise. Ça va permettre ensuite d'établir la connexion C2 avant d'exécuter les autres fonctionnalités. Donc je vous disais notre boucle for, slipper, et on termine là. Parce qu'après, on passe dans une autre partie de notre boucle. Mais on commence par là. Donc, notre slipper count, hein, on l'avait vu. Techniquement, qu'est-ce que ça fait? Donc ça, déjà, c'est ce qu'on appelle une boucle continue. D'accord? Elle n'a aucune valeur définie pour l'initialisation, la condition et l'itération. C'est pour ça que vous voyez cette syntaxe précise. Donc ensuite, on voit notre fonction, slippers, avec la variable count hein, qui est initialisée avant le bloc for. Pourquoi? Parce que là on rentre dans notre boucle, c'est vrai, for,
Et elle est où ma variable count? Tu regardes, init count. Tu vois, elle a été initialisée, on la passe à 15 000. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on la retrouve également tout en bas. Count. Alors ensuite, on a nos earls, d'accord? On peut le voir dans Sleepers. Cette partie-là, bah, il faut, pareil, qu'est-ce qu'on fait? On initialise. Donc là, on voit qu'on initialise les autres variables avec nos str aussi, un string variables. Ça contient quoi? On voit task et result, d'accord? Résultat. Ensuite, on voit qu'on fait appel à notre programme get-it. Donc là, bah, tout simplement, un requête HTTP en get, on l'a vu, hein, à la variable URL2 et URL2, cette variable. Donc, bah, elle est quoi? Elle est égale à string plus task plus string 2. Donc là, on voit, hein, la requête HTTP get vers la variable URL2. Ça équivaut quoi? Bah, domaine plus task, d'accord? Donc ça, c'est la réponse à la première requête. Et ensuite, on utilise du post. Donc, pareil, variable str, un string, qui contient l'URL de base utilisé par le malware, hein, tandis que str2 contient la réponse à la première requête qui a été effectuée en post. Et là, on voit que notre if, ça répond quoi? Bah, ça dépend de ce qui s'est passé avant, ça dépend de la réponse HTTP stockée dans la variable. D'accord? Le code entre dans cette instruction uniquement si la variable n'est pas vide. C'est pour ça qu'on est quoi? On lui passe le hit et is null or empty. D'accord? Donc on voit un task result. Toute cette section, elle se concentre sur la préparation des variables pour exécuter la requête HTTP GET vers notre point de terminaison. Donc on rentre dans le bloc, hein, notre snippet, ça suit les instructions, et puis on a notre if conditionnel. D'accord? Si c'est satisfait ou pas, le fameux is null or empty. Donc on a toute cette partie-là après, hein, on va essayer de décomposer. Donc si on suit le workflow, le flux d'exécution, le bloc, hein, ne sera atteint que si on a bien une requête get sur notre point de terminaison task qui contient une valeur, hein, le fameux is null or empty. D'accord? Donc là, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort, et on se retrouve à sleep. D'accord? Donc ça, c'est toute la partie gestion du tableau, hein, notre array, le décrypteur, là, avec son car, il fait son split, il veut traiter, et on a notre sleep. Et donc, bah, ce tableau, pareil, hein, on voit le string A, string texte. Donc, pareil, on initialise, hein, les variables A et texte. Ça commence par déchiffrer, bah, notre chaîne stockée, d'accord? Et puis, on a notre variable int, ça la divise avec notre caractère espace. On le voit ici, décrypteur int split. Et donc, la valeur d'une variable est le premier élément du tableau résultant, notre array, et la variable texte combine tous les éléments du même tableau à l'exclusion du premier élément. Donc ça divise la chaîne, un déchiffré, avec un espace. New car, on le voit ici, l'espace, d'accord? Ensuite, fin de l'instruction, on a notre array est égal à 0. Donc là, bah, ça va venir stocker le premier élément, hein, dans la variable A. Et là, ça vient combiner les éléments restants, d'accord? En incluant le premier, en utilisant espace, d'accord? Donc pareil, on a notre array et then text. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un string join. On combine quoi avec un espace? C'est ce qu'on a vu. To array strings, d'accord? Donc ça pourrait être quoi? Du texte et genre net local group administrateur, d'accord? Donc ça permet tout simplement de justement faire passer les commandes, hein, et puis de récupérer les informations. Donc on va voir que en fait il y a quoi? Il y a beaucoup de conditions qui sont imbriquées, hein, ce qu'on appelle des nested conditional statements en anglais. Mais là, pour faire simple, on a vu qu'est-ce qu'on fait? Bah, on gère notre tableau, d'accord? Et on initialise, on configure, d'accord? Les valeurs de nos deux variables A et texte, puisque elles sont utilisées dans les instructions conditionnelles qui suivent. Donc vous voyez l'indentation, hein, on se décale à chaque fois et on a, c'est pour ça qu'on parle de statement, un conditional statement, donc de comment dire, nos déclarations conditionnelles, mais aussi qui sont imbriquées. Donc là, en fait, on se base sur quoi? La condition, elle est basée sur la valeur d'une variable, d'accord? Vous constatez peut-être que les conditions des instructions if sont toutes définies sur not. Comment je sais ça? Parce que tu sais que si je mets un point d'exclamation, c'est not. D'accord? Cela signifie que si la condition est satisfaite, par exemple la variable A n'est pas égale à sleep, elle ira
tu as compris, à l'intérieur du bloc de code pour l'évaluer avec une autre condition. Par exemple, vérifier si la variable A n'est pas égale à shell. Sinon, elle passera à son homologue else. D'accord? Donc, ça permet de simplifier le code avec un pseudo-code. Hein, on voit avec ce pseudo-code. D'accord? Sleep, sinon, sinon, quoi? Bah, sleep, shell, implant, quit. Et on le voit bien, si on prend if, si on regarde notre indentation, où c'est qu'on ressort? On ressort uniquement à ce else. D'accord? Donc, vous voyez, hein. If, else, else, else. Intéressant. D'accord? Quoi? If, else, je sors. Else, if, je rentre. Else, je sors. Intéressant. If, je rentre. Else, je sors. Intéressant. If, if, là, il est tout seul. D'accord? Mais vous voyez, hein, c'est toute cette logique. If, else, if, else, if, else. D'accord? Et on voit la structure de contrôle. D'accord? Et c'est grâce à nos conditions que quoi? Que l'algorithme fonctionne. D'accord? On lui donne des conditions préalables et qu'est-ce qui se fait? Il vérifie des choses. Quand c'est fait et que les conditions sont remplies, il sort de la boucle. D'accord? Et repasse dans une autre boucle dans nos structures de contrôle qui nous permettent de quoi? De faire des contrôles précis en fonction des conditions souhaitées. Alors, on résume au maximum, hein, d'accord? Mais on voit que count, hein, on lui passe quoi? Techniquement, on va lui passer notre variable. Donc on voit quand on fait appel, hein, à sleep, la fonction, on voit la variable count, d'accord, qui est utilisée dans notre fonction sleep, sleeper, d'accord, qu'on retrouve ici. D'accord? Donc c'est pareil, hein, on va jouer shell, il va utiliser execute command, d'accord? On a une variable texte et c'est grâce à ça que ça nous permet d'exécuter des commandes sur le système d'exploitation, d'accord? Ça chiffre le résultat de l'exécution de la commande à l'aide de la fonction encryptor, ça signale la chaîne chiffrée au serveur C2 à l'aide de notre fonction post-it, d'accord? Et ça envoie, on a vu qu'il y avait deux chemins vers task ou vers result, d'accord? Là, le point de terminaison, c'est vers result que ça envoie tout ça, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que il semblerait, c'est pas pour chiffrer dans l'immédiat, contrairement à ce que je pensais, l'ordinateur de la cible, ça permet de chiffrer quoi? Tout simplement ce qui est renvoyé vers le serveur de command and control, c'est ce qu'on appelle le ComSec, hein, sécurité des communications. Ça utilise du chiffrement, d'accord? Et là, on voit donc toute cette partie. Qu'est-ce que je vous disais? Dans result, ça tape. C'est quand on voit dans encryptor. Si on va dans post-it, on voit que ça transmet justement en post. Ensuite, on a toute la partie de notre appelant. Donc, avec le fameux spy-kit, hein, donc lui, c'est pareil, il va utiliser l'implant, on va utiliser la fonction implant avec un domaine bien précis qui nous intéresse d'ailleurs, qu'on a vu tout à l'heure, hein, ça fait appel quoi? Au serveur de command and control, le nom de domaine qui est utilisé pour l'infra, ça chiffre la sortie de la fonction, hein, implant, avec encryptor, hein, cette fonction qui est appelée, et on voit que notre chaîne chiffrée, elle est envoyée au serveur C2 via la fonction post-it, d'accord? Et on tape et on fait du post et on envoie ça, on l'a vu dans le point de terminaison qui s'appelle result. Et ensuite, donc notre implant, on a parlé du sleep, on a parlé du shell, on a parlé d'implant, et le dernier, c'est quit. Et là, c'est intéressant, on a quoi? Une variable qui est initialisée, qui est déclarée, d'accord? Et cette variable drapeau, flag, elle est passée à true. Mais là, ce qu'on voit, c'est que je te disais, donc Earl 3, ok, mais avant, il y a Earl 2. Donc, il y a quoi? En fait, il y a une condition, d'accord? En fonction de la valeur de la variable qui est basée sur la réponse, hein, qui est reçue après avoir effectué une requête HTTP au point de terminaison task, il y a certaines conditions, d'accord? Ça signifie que chaque condition du snippet, de ce bloc de code, est basée sur des instructions qui sont extraites du point de terminaison. Par conséquent, on peut dire que l'URL, hein, l'autre point de terminaison tâche, est un point de terminaison utilisé par le malware pour extraire tout simplement les commandes C2 émises par l'attaquant. D'accord? Je vous ai dit que l'attaquant se connecte au serveur C2 et il demande au serveur C2 d'émettre des commandes. Et là, c'est notre point de terminaison, visiblement.
D'accord? Donc de plus, toutes les réponses aux commandes d'implant et de shell sont soumises sous forme de requête post. D'accord? Et c'est cette fameuse variable earl3. Donc si on détaille, c'est bien ça. C'est du command and control, puisque on voit qu'une variable qui pareil, dépend de la condition, quoi, de la requête get adressée au point de terminaison task, c'est elle qui contient l'instruction réelle, en fait, qui est extraite du serveur C2. Donc, on peut déduire des mécanismes de command and control dans lesquels les actions réussies du logiciel malveillant dépendent des commandes définies par l'attaquant, command and control, le serveur C2, d'accord? Et la réponse aux commandes shell et aux implants sont soumises sous forme de requête post au point de terminaison result. Cela semble donc une fonctionnalité de reporting du malware dans laquelle il renvoie les résultats de ses actions au serveur C2. Mais c'est normal, le beacon, l'agent, répond toujours au C2, d'accord? Et il attend toujours quoi? Les commandes et les instructions qui sont envoyées par le serveur de command and control. C'est une boucle rétroactive. D'accord? Pas positive, négative. Donc les instructions extraites du serveur ST2 se limitent à ce qui a été implémenté, d'accord, dans le malware. Qu'est-ce qu'on sait qu'il fait? Il peut dormir, il peut exécuter un shell, d'accord, télécharger un implant ou quit, d'accord, quit, flag true, au revoir, d'accord, et tu te barres. Donc tu te barres, mais qu'est-ce qu'on voit? If implant, if quit, là qu'est-ce qu'on fait? On se barre également de notre boucle, on casse la boucle, on fait un break. Pourquoi? Parce que l'instruction conditionnelle finale à la fin vérifie si la variable flag est définie sur true. Si cette instruction est satisfaite, elle exécutera une instruction break. Comment tu le sais ça? Flag true, ok. Break? Ah merde. Ah, d'accord. Donc attends. Flag true, ça le passe sur true. If flag, d'accord. Break. Donc on voit bien, l'instruction conditionnelle finale à la fin vérifie si la variable est définie sur true et si elle est satisfaite, elle exécute une instruction break. D'accord? Donc voilà, en vulgarisant au maximum, grosso modo, ce que fait le malware. Donc bien joué si tu as suivi jusqu'au bout. Donc tu as compris, point de terminaison sur le serveur C2 et ça permet l'échange d'informations. Ces informations, on va les encoder en base 64, mais on peut faire encore mieux. Visiblement, il y a des techniques de chiffrement, déchiffrement. Donc soit on peut peut-être chiffrer la machine, mais en tout cas, tout ce qui est transmis ou reçu, c'est chiffré via du base 64, d'accord? Déchiffré à la volée, d'accord? C'est comme ça que peuvent communiquer le serveur de command and control et le virus, l'agent qui a été déployé, Juicy Tomato, d'accord? Mais pour l'instant, on l'a pas exécuté dynamiquement. Voilà ce qu'on peut en dire. Après, c'est sympa de le mettre dans une VM, l'exécuter, et puis là voir toute la partie réseau. Qu'est-ce qu'il fait, d'accord? Quels sont les appels, les syscalls, les techniques, s'il y a des techniques d'évasion, de furtivité, d'anti-reverse, tu vois, plein de petites choses après qui sont connexes à l'analyse. Donc, on va essayer de répondre aux questions. On nous demande donc quel user agent, quel agent utilisateur est utilisé par le malware pour les requêtes de connexion au serveur C2. Là, on l'a vu très clairement, On avait vu Post-it, dans Post-it, il y a quoi? Il y a un user agent qui est présent et je pense que c'est la réponse. Pareil, même délire que dans la foulée. Ça nous demande quel verbe, quelle méthode HTTP est utilisée. Pourquoi? Pour soumettre les exécutions de commande. Donc pareil, quelle est la méthode HTTP utilisée pour soumettre le résultat de l'exécution de commande? On a vu que on est dedans, c'est Post-it et ça utilise la méthode post. Alors ensuite, quelle est la clé utilisée par le malware pour déchiffrer, chiffrer et déchiffrer? On l'a vu, coder en dur, tout le temps la même, que j'encode, enfin je chiffre, c'est celle-ci, d'accord? Et quand je déchiffre, qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours la même, secure keys, d'accord? On retrouve exactement la même. D'où l'importance d'avoir des clés un peu costauds pour vos infra C2. Donc, quelle est la première URL utilisée par le malware? Get it, ok, là on retrouve le user agent, pas de problème. Mais si on retourne sur la main, on voit quoi? On voit notre site. D'accord.
avec MacGreedy Secret C2, le serveur secret C2 de MacGreedy. Alors ensuite, ça nous demande donc quelle est la première adresse qui a contacté. Bah c'est le serveur de command and control MacGreedy Secret. Et qu'est-ce que vous voyez? Regardez dans l'URL, ça tape ensuite vers reg. Donc la réponse c'est http cette adresse /reg, si je dis pas de bêtises. Donc http //macready secret c2 thm reg. Ensuite, je m'étais trompé, je vous ai dit quoi en secondes? Non, c'est pas en secondes. Quand on fait un count, on est en quoi? On est en millisecondes. Waouh, donc 1000, combien de secondes? 1500 millisecondes, c'est 15 secondes, ok? 15 000, d'accord? Donc c'est bien ça, 15 000, 15 secondes. Si on prend un compteur, d'accord, 15 secondes, 1500 millisecondes, ça nous fait bien 15 secondes. Donc ensuite, quelle commande C2 l'attaquant utilise pour exécuter des commandes via CMD? Pour taper via CMD, c'est quoi? C'est notre execute commande, mais quand on va dans la main, qu'est-ce qu'il nous fait là, le coco? Il n'y aurait pas une petite commande shell? Donc, c'est bien ça. C'est la commande, d'accord? Que l'attaquant utilise, de toute façon, pour pouvoir rentrer et lancer ses commandes via CMD. Le nom de domaine qui est utilisé, on a vu, donc pareil, je remonte. Il y a quoi? Il y a task et il y a result. On a notre premier serveur de command and control, mais on voit que si on descend dans notre partie else, on a quoi? On voit que ça va taper, notamment sur le SpyKit, et le SpyKit il est hébergé sur ce point de terminaison, et on voit qu'en effet ça pousse l'implant, d'accord? Donc notre autre binaire il est téléchargé à partir de http stash.macready.thm. Voilà, ça conclut la vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.